On dit qu'Hollywood fabrique des stars, mais il suffit d'un rien pour les briser. Une remarque jalouse, un rôle volé, un simple regard glacé. Et une carrière entière peut s'effondrer comme un château de cartes. Sophia Loren le sait mieux que quiconque. Pendant 5 décennies, elle a régné sur le cinéma italien, éblouissant le monde par sa beauté magnétique et son talent brut, une déesse aux yeux d'orage, aux courbes capables de faire taire une salle entière. Elle incarnait le glamour absolu, la sensualité incarnée, la femme qui faisait rêver des millions d'hommes et envier des milliers de femmes. Mais derrière les paillettes, les projecteurs aveuglants, les tapis rouges et les applaudissements, il y avait les murmures. Les rivalités féroces. Les trahisons calculées. Les couteaux dans le dos. Aujourd'hui, à 90 ans, Sophia Loren ne retient plus rien. Elle a décidé de parler, de tout révéler, de désigner du doigt ceux qui, morceau par morceau, ont tenté de détruire ce qu'elle avait bâti à la sueur de son front et au prix de sacrifices immenses. Dans cette vidéo, elle révèle les 5 acteurs qui ont marqué sa vie comme des cicatrices indélébiles. 5 géants d'Hollywood. 5 noms légendaires. 5 histoires de passion, de violence, de jalousie, d'humiliation et de résilience. Cary Grant, l'amour interdit qui l'a brisé de l'intérieur. Marlon Brando, l'homme qui a franchi la ligne rouge dans le silence complice d'un plateau. Charlton Heston, la haine silencieuse et le regard glacé qui empoisonna tout. Jane Mansfield, le cliché immortel qui l'a poursuivi comme une malédiction. Gina Lollobrigida, la rivale italienne qui a voulu l'écraser avant même qu'elle ne commence. Ce n'est pas une simple liste de ragots. C'est une autopsie complète d'Hollywood, de ses illusions dorées, de ses monstres sacrés, de ses survivantes qui refusent de plier. Préparez-vous, car une fois que vous connaîtrez ces vérités, les films que vous pensiez aimer prendront une toute autre couleur. Vous ne regarderez plus jamais Cary Grant embrasser une héroïne sans penser à la lettre brutale de Betsy Drake. Vous ne verrez plus Marlon Brando rugir dans un tramway sans entendre l'écho du soufflet de Sophia. Vous ne supporterez plus les regards froids de Charlton Heston sans sentir la guerre froide du plateau d'Elcide. Vous ne rirez plus du side-eye de Sophia sans comprendre la peur qui l'habitait. Et vous ne comprendrez plus la rivalité entre 2 Italiennes sans mesurer le prix payé par la plus jeune. Abonnez-vous, activez la cloche, car nous plongeons au cœur des ténèbres d'Hollywood. Commençons par le plus douloureux, le plus romantique et le plus destructeur. Cary Grant, l'amour interdit qui a failli tout balayer. Sophia Loren a 21 ans. Elle est jeune, radieuse, encore étrangère à ce monde de requins qu'est Hollywood. Elle parle à peine anglais, prononce les mots avec cet accent italien chantant qui fait sourire les Américains, mais qui la rend vulnérable. Elle reste attachée à son Italie natale, à Naples, à ses ruelles bruyantes, à sa mère qui l'a élevée dans la pauvreté. Elle rêve encore en italien, pense en dialecte napolitain. Cary Grant, lui, a 53 ans. Élégant, raffiné, déjà une légende vivante. Marié à sa 3e épouse, Betsy Drake, il paraît intouchable, le gentleman parfait, le séducteur aux yeux pétillants, l'homme que toutes les femmes veulent et que tous les hommes envient. Ils se rencontrent sur le tournage de La Flamme et la Chair. Dès le premier regard, Sophia est ensorcelée. Quand j'ai enfin aperçu le profil inimitable de Cary à la porte, j'ai cru que j'allais m'évanouir, avouera-t-elle des décennies plus tard. Il était exactement comme à l'écran, charmeur, magnétique, presque irréel. Malgré les 33 ans d'écart, malgré leurs engagements respectifs, Sophia secrètement fiancée au producteur Carlo Ponti, Cary marié, ils glissent dans une liaison qui les dévore tous les deux. Cary la poursuit avec une ardeur inattendue, une passion qui surprend même Sophia. Il lui écrit de longues lettres quasi mystiques, l'exhortant à penser à lui chaque nuit, à prier pour leur amour. Il l'appelle chaque matin, sa voix suave traversant les lignes téléphoniques comme une caresse. Il lui envoie des bouquets quotidiens, des roses rouges éclatantes, et 2 bracelets d'or gravés. Ceux-ci te protégeront, écrit-il sur l'un d'eux. Dans une lettre, pardonne-moi, cher enfant, je te presse trop. Prie. Et moi aussi, je prierai jusqu'à la semaine prochaine. Adieu, Sophia. Cary. Sophia y croit. Elle croit à l'homme dont les rôles semblaient si nobles, si doux, si tendres. Elle pense qu'il est comme ça une fois les caméras éteintes. Elle croit à ces murmures de divorce, à la promesse d'une vie commune, d'un mariage hollywoodien grandiose, d'une existence sous les palmiers de Californie. Mais Hollywood est bâti sur des illusions, des décors en carton-pâte, des rêves vendus aux plus offrants. Sophia attend. Elle attend que la promesse se réalise. Elle attend des mois. Et puis, en 1957, une autre lettre arrive. Cette fois, elle est de Betsy Drake. Froide, brutale, définitive.
Tu n'étais qu'un rôle secondaire dans sa vie et sa scène avec toi est terminée. Pour Sofia, ce n'est pas juste un rejet. C'est une humiliation publique, une gifle en pleine face. Elle comprend en une nuit que l'homme qu'elle pensait aimer avait toujours joué la comédie, pas seulement à l'écran, mais dans la vie réelle, dans les cœurs qu'il brisait sans remords. J'ai cru autrefois que les hommes pouvaient être aussi tendres que les rôles qu'ils interprétaient, confiera-t-elle plus tard. Mais ils jouaient. Et moi, j'étais vrai. Brisée, le cœur en miettes, Sofia retourne vers Carlo Ponti, l'homme qui la courtisait depuis des années avec une patience infinie. Elle accepte sa demande en mariage, non par passion brûlante, mais par résignation, par besoin de stabilité après le chaos. Mais ce choix entraîne un autre malheur, encore plus scandaleux. Carlo Ponti est encore marié selon la loi catholique italienne, un mariage indissoluble aux yeux du Vatican. Leur union secrète par procuration au Mexique est condamnée. Sofia est accusée de bigamie, ostracisée en Italie, contrainte à l'exil en France et en Suisse. Ce qui aurait pu être un grand mariage hollywoodien avec Cary Grant devient une vie sous l'ombre du scandale, des gros titres accusateurs, des regards de jugement. Si la flamme et la chair fut le commencement enflammé, la blonde explosive marqua la chute brutale. Le rôle était écrit à l'origine pour Betsy Drake, mais Cary Grant l'impose à Sofia, un remplacement public qui fait scandale. La presse surnomme Sofia la briseuse de ménage, l'italienne voluptueuse qui vole les maris. Les producteurs, redoutant les remous, commencent à prendre leur distance. Le réalisateur Melville Chavelson reconnaîtra plus tard que la tension était intenable, que la chimie sexuelle était réelle, trop réelle, que le film en devenait impossible à diriger. Au lieu de cimenter sa carrière américaine, Sofia devient la coupable aux yeux de l'opinion publique. Cary Grant reste indemne, adoré, intouchable. Sofia porte seule la honte, le poids des rumeurs, des jugements. Lorsqu'enfin, en 1966, elle peut épouser légalement Carlo Ponti, sa vie trouve une stabilité, mais le mal est fait. Les studios américains la cataloguent, trop scandaleuse, trop européenne, trop difficile. Des rôles qu'elle aurait pu conquérir lui échappent comme du sable entre les doigts. Cary Grant continue de briller, se marie de nouveau, demeure le chouchou du public. Sofia doit lutter de toutes ses forces pour se reconstruire, non plus comme une starlette réduite à une liaison torride, mais comme une actrice reconnue pour son talent pur. Elle gagne son Oscar pour La Ciociara en 1962, une victoire née de sa résilience inébranlable et non du soutien d'Hollywood qui l'avait abandonnée. Cary Grant a été son premier bourreau, pas par méchanceté pure, mais par lâcheté, par égoïsme. Il a brisé son cœur, sans le vouloir, a ouvert la porte aux 4 suivants. Passons maintenant à Marlon Brando, l'homme qui a franchi la ligne, celui qui a transformé un plateau de tournage en champ de bataille personnel. Sophia Loren a connu l'humiliation aux mains de l'un des hommes les plus puissants du cinéma. L'histoire de ce qui s'est passé sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong en 1967 n'est pas seulement celle d'une querelle anodine. C'est l'histoire d'une violation, d'une ligne franchie dans le silence complice, du prix terrible qu'une femme pouvait payer lorsqu'elle osait parler, lorsqu'elle refusait de se taire. Au milieu des années 1960, Sophia Loren et Marlon Brando étaient 2 géants internationaux. Brando, le génie de Sur les quais et un tramway nommé Désir, était l'icône du jeune homme révolté, celui qui avait réinventé le jeu d'acteur américain avec sa méthode brute, son intensité animale. Lorsque Charlie Chaplin annonça qu'il allait réaliser La Comtesse de Hong Kong, le monde s'attendait à un miracle cinématographique. Le duo Brando-Loren promettait l'histoire du cinéma, une comédie romantique à bord d'un paquebot pleine de charme, de glamour et d'esprit espiègle. Mais au lieu de cela, ce fut l'un des épisodes les plus laids de la carrière de Sophia Loren. Comme elle le raconte dans ses mémoires, hier, aujourd'hui, demain, ma vie. Tout à coup, il a posé ses mains sur moi, écrit-elle. Je me suis retournée calmement. J'ai soufflé dans son visage comme un chat caressé à rebrousse-poil et j'ai dit, n'ose jamais plus recommencer, plus jamais. Ces mots tombèrent sur le plateau comme du verre brisé. Brando, l'un des acteurs les plus intouchables du monde, venait d'empoigner sa partenaire devant toute l'équipe. La réaction de Sophia fut instantanée, intrépide, inoubliable. Elle le fixa droit dans les yeux, le pulvérisant de son regard méditerranéen. Pour la première fois, Brando sembla petit, désarmé, presque honteux de sa propre célébrité. Il ne tenta plus jamais, mais le mal était fait. La violation ne fut que le début d'une descente aux enfers. Dès lors, leur relation professionnelle s'effondra comme un château de cartes. Les scènes censées dégager de la tendresse exhalaient une froideur insoutenable, un malaise palpable. Brando, déjà réputé pour son arrogance légendaire et ses retards chroniques, devint impossible à gérer.
Chaplin lui-même le réprimanda publiquement pour avoir fait attendre toute l'équipe pendant des heures. Selon Sofia, la colère du maître réduisit la voix de Brando à quelque chose de très petit, presque éteint, comme un enfant pris en faute. Mais même l'autorité incontestée de Chaplin ne put effacer l'hostilité qui régnait entre ces deux vedettes. Là où l'affiche du film montrait la passion enflammée, la caméra ne captait que la tension électrique, les gestes figés, les étreintes raides, les regards qui refusaient de se croiser. À cette époque, pour beaucoup d'actrices, le silence était une stratégie de survie, une armure contre les prédateurs. Mais Sofia choisit la défiance pure. Elle ne cacha pas ce que Brando avait fait. Elle fixa des limites à haute voix devant une équipe qui avait sans doute déjà vu ce genre de comportement à maintes reprises, qui fermait les yeux par habitude. Un geste courageux, mais lourd de conséquences dans un Hollywood encore patriarcal. Brando était intouchable. Sa parole pesait comme du plomb. Les murmures circulèrent vite. Sophia Loren, autrefois courtisée comme la future reine du cinéma américain, se retrouva face à moins d'invitations, moins de propositions sérieuses, et plus de rumeurs la qualifiant de difficile, de diva capricieuse. Elle n'avait pas plié devant l'un des rois d'Hollywood et elle le paya cher, au prix fort. L'arrogance de Brando était légendaire, une marque de fabrique. Il s'était querellé avec Frank Sinatra sur des plateaux, avait méprisé des réalisateurs de renom, avait humilié des partenaires comme Maria Schneider lors du tournage de Le Dernier Tango à Paris des années plus tard. Pour lui, les limites étaient faites pour être testées, brisées, puis tournées en dérision. Mais pour Sofia, l'incident de la comtesse de Hong Kong laissa une cicatrice profonde, indélébile. Elle garda toujours sa dignité intacte, mais avoua plus tard qu'il était très difficile de travailler avec lui après cela. Chaque scène devenait un rappel cruel du mépris qu'elle avait subi, un flashback incessant. Et pourtant, elle refusa d'être définie par cet épisode sombre. Elle continua à tourner, à remporter des acclamations internationales, à briller sur les écrans du monde entier, mais elle n'oublia jamais. Brando, lui, poursuivit sa carrière chaotique, génie tourmenté, mais jamais puni pour ses excès. Sofia, elle, porta le poids de sa rébellion, une femme qui avait osé dire non dans un monde qui exigeait le oui. Charlton Heston, la haine silencieuse et le regard glacé qui empoisonnèrent tout. Sophia Loren, déesse italienne aux yeux d'orage et aux courbes capables de réduire une salle entière au silence, était censée vivre éternellement dans ses mythes. Charlton Heston, prophète ciselé des 10 commandements, guerrier immortel de Ben-Hur, devait être son égal sur l'écran. Quand les deux furent réunis pour l'épopée El Cid, le monde attendait des étincelles de passion, une alchimie explosive. Ce qu'il obtint à la place fut une guerre ouverte qui déborda du plateau, selon Sofia, faillit briser sa carrière naissante aux États-Unis. El Cid n'était pas un film ordinaire. C'était un drame historique grandiose tourné en Espagne, retraçant la légende de Rodrigo Díaz de Vivar, chef de guerre médiéval devenu héros national espagnol. Samuel Bronston, producteur ambitieux, investit des millions pour en faire un spectacle inoubliable, avec des batailles épiques, des châteaux majestueux, des costumes somptueux. Pour incarner son héros, il choisit Charlton Heston, auréolé de son triomphe aux Oscars pour Ben-Hur. Il était la royauté d'Hollywood, convaincu que le film lui appartenait corps et âme. Puis vint Sophia Loren, choisie pour incarner Gimna, l'épouse fidèle de Rodrigo. À cette époque, Sophia avait déjà conquis l'Europe et commencé à percer à Hollywood, partageant l'écran avec Cary Grant, Frank Sinatra et Anthony Perkins. Glamour incarné, adulé, elle n'avait pas peur d'exiger ce qu'elle estimait mériter, ce qu'elle avait gagné par son talent. Mais ces exigences allaient déclencher une querelle avec Heston qui transforma le tournage en champ de bataille quotidien. Sophia ne se contenta pas d'accepter son rôle passivement. Elle négocia un salaire colossal, supérieur à celui d'Heston dit-on, et obtint 200 $ par semaine pour son coiffeur personnel. Elle fit traduire le script en italien, puis le réécrire en anglais dans un style qui lui convenait parfaitement, qui mettait en valeur sa présence. Elle insista pour davantage de scènes romantiques, refusant d'être reléguée au rôle de simple épouse décorative, une potiche en armure. Heston, roi incontesté des fresques hollywoodiennes, fut outré jusqu'à la moelle. Il se croyait l'unique star d'El Cid. Or, il voyait désormais l'influence de Sofia remodeler le film entier. Les producteurs réécrivaient des scènes pour la mettre en valeur, transformant peu à peu l'épopée guerrière en mélodrame romantique centré sur l'amour. Pour Heston, dont l'orgueil était déjà immense, c'était insupportable, une insulte personnelle. Très vite, l'animosité entre les deux stars empoisonna le plateau comme un venin lent. Le glamour de Sofia, ses retards occasionnels, son perfectionnisme exigeant, tout agaçait Heston au plus haut point.
Il en vint, dit-on, à exiger qu'un double se substitue à lui dès que la caméra ne filmait qu'elle, refusant de partager l'espace. Même les scènes d'amour étaient un supplice absolu. Dans la séquence finale au lit de mort où Rodrigo et Gimna devaient rayonner d'une dévotion tragique, Heston parvint à peine à la regarder dans les yeux. Plus tard, il expliqua presque moqueur qu'il regardait vers l'avenir plutôt que dans les yeux de son épouse. Ce que le public prit pour de la noblesse stoïque n'était en réalité que du mépris glacé, pur et dur. En coulisses, l'hostilité infiltra aussi la politique de production. Les affiches du film placèrent le nom d'Heston au-dessus de celui de Sofia, déclenchant une plainte furieuse de l'actrice italienne contre Bronston pour rupture de contrat. Pour elle, ce n'était pas de la vanité puérile. C'était une question de survie dans une industrie où l'ordre des crédits déterminait le pouvoir, la visibilité, les futurs rôles. Si El Cid fut un succès au box-office et demeure un classique intemporel, les cicatrices de cette querelle restèrent béantes, saignant encore des années plus tard. Les critiques remarquèrent l'étrange absence de chimie entre les deux stars. Newsweek écrivit que Mademoiselle Lorraine et Heston passent la majeure partie du film à simplement se lancer des regards furieux. Pour Sofia, ce fut plus qu'une déception artistique, une dévastation personnelle profonde. L'influence d'Heston à Hollywood, combinée aux rumeurs de son prétendu comportement de diva, referma des portes. Les rôles se firent rares. Les studios américains hésitaient désormais à la choisir, redoutant la réputation que l'un des hommes les plus puissants du cinéma avait fait peser sur elle comme une ombre. Elle confia un jour en privé, « Ils m'ont puni parce que je voulais du respect. Ils ne pouvaient pas me pardonner de ne pas m'incliner devant son ego surdimensionné. » Heston, avec son regard glacé, avait gagné la guerre silencieuse. Jane Mansfield, le coup d'œil le plus célèbre de l'histoire d'Hollywood, un cliché qui devint immortel mais qui hanta Sofia comme un fantôme. C'est l'une des photographies les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood. Sofia Loren, déesse italienne du cinéma, lançant un regard assassin vers le décolleté vertigineux de Jane Mansfield. Pris lors d'une soirée à Beverly Hills en 1957, ce cliché est devenu immortel, partagé à l'infini comme un mème, l'ultime side-eye. Mais pour Sofia, ce moment n'avait rien d'une plaisanterie anodine. Derrière ce regard glacé se cachait la peur viscérale, la colère contenue et la certitude qu'à Hollywood, une seule soirée scandaleuse pouvait suffire à ruiner une carrière entière. Et Mansfield, la première blonde explosive du cinéma américain, faillit bien y parvenir, par pur calcul médiatique. Sofia Loren venait de signer un contrat majeur avec Paramount. Elle avait 22 ans, éblouissait déjà l'Europe par sa beauté et son talent brut, et désormais Hollywood la réclamait comme sa nouvelle étoile. Pour marquer son arrivée, Paramount organisa une fête fastueuse à Beverly Hills. Cette soirée devait être celle de Sofia, son grand couronnement en tant que nouvelle star américaine, le début d'une ère. Puis Jane Mansfield fit son entrée, en retard théâtral, parfaitement consciente que les photographes l'attendaient comme des vautours. Elle avait tout ce que la presse adorait, une chevelure platine, des formes généreuses exacerbées, et une robe si échancrée qu'elle semblait taillée pour provoquer le scandale immédiat. Et le scandale arriva aussitôt, comme prévu. Mansfield ignora la salle remplie de célébrités et se dirigea directement vers la table de Sofia. Elle s'assit à ses côtés, se penchant juste assez pour que chaque flash immortalise son décolleté abyssal. Les photographes s'en donnèrent à cœur joie, mitraillant la scène. La réaction de Sofia, figée sur ce cliché unique, fut inoubliable. Ses yeux, arrêtés en plein regard, fixèrent la poitrine dénudée de Mansfield avec un mélange d'effroi et de mépris pur. « Regardez la photo », expliqua Sofia plus tard. « Où vont mes yeux ? Je fixe ces tétons parce que j'ai peur qu'ils ne tombent dans mon assiette. Sur mon visage, vous pouvez lire la peur. J'avais vraiment l'impression que tout allait exploser, boum, et déborder sur la table. Tout était dit dans cette phrase, la vérité crue. Mais à l'époque, personne ne connaissait le contexte réel. Le public ne voyait qu'un regard de jalousie, une rivalité naissante entre deux des plus grandes stars de la décennie. Pour Mansfield, l'incident était calculé au millimètre. Célèbre pour ses accidents vestimentaires et ses coups d'éclat médiatiques, elle avait bâti sa carrière autant sur les scandales que sur son jeu d'actrice limitée. Dans un monde obsédé par Marilyn Monroe, Jane Mansfield se vendait comme plus Marilyn que Marilyn, plus blonde, plus audacieuse, plus excessive, et cela fonctionna à merveille. Du jour au lendemain, les gros titres ne parlaient plus du contrat Paramount de Sofia Loren, mais de la poitrine de Jane Mansfield et du regard assassin de Loren. Ce qui devait être l'intronisation triomphale de Sofia se transforma en cirque médiatique absurde. À Hollywood, l'image était tout, le nerf de la guerre.
Pour une jeune actrice étrangère cherchant à s'imposer sur la base de son talent, ce type d'attention était dangereux, mortel. Sofia voulait être reconnue comme comédienne sérieuse, non réduite à un cliché scandaleux, à une rivalité inventée. Mais après cette nuit, son arrivée fut éclipsée par l'affaire, reléguée au second plan. Cette photo m'a poursuivi toute ma carrière, avoua-t-elle des décennies plus tard. Très souvent, on me la tend pour la dédicacer et je ne le fais jamais. Je ne veux rien avoir à voir avec elle. Pour Sofia, la peur était réelle, que Mansfield lui ait volé la vedette, pire encore, qu'elle l'ait étiquetée comme une rivale jalouse, une femme définie non par son talent, mais par une querelle fabriquée de toutes pièces. Malgré l'humiliation brûlante, Sofia refusa d'alimenter la polémique. Elle ne signa jamais la photo, n'exploita jamais l'instant pour sa propre pub, et parla toujours de Mansfield avec une compassion surprenante, presque maternelle. Respect pour Jane Mansfield, dit Sofia, parce qu'elle n'est plus parmi nous. La vie de Mansfield fut aussi dramatique que sa carrière. 10 ans plus tard, en 1967, elle mourut dans un terrible accident de voiture à seulement 34 ans. Sofia ne se moqua jamais d'elle, n'utilisa jamais la photo à son avantage, même lorsque l'image devint l'une des plus iconiques de l'histoire d'Hollywood, même avant l'heure. Gina Lollobrigida, l'Oscar qui a brisé l'équilibre, la rivalité qui a failli tout détruire dès le départ. Dans les années 1950, aucune histoire ne brûlait plus fort que la rivalité entre Sophia Loren et Gina Lollobrigida, deux déesses italiennes, toutes deux proclamées la plus belle femme du monde, enfermées dans une querelle à la fois tragique, théâtrale et cruellement publique. Pendant des décennies, cette guerre supposée autour de la beauté, de la gloire et des rôles a presque défini la carrière de Sofia et failli la détruire avant même qu'elle ne prenne son envol. En 1954, lors du Festival du film italien à Londres, le monde entier observa Sophia Loren et Gina Lollobrigida posées côte à côté pour les photographes. La reine d'Angleterre assistait à l'événement, mais tous les regards se tournaient vers les deux stars italiennes. Sofia, âgée de seulement 20 ans, arriva vêtue d'une cape dramatique et d'une couronne, jeune femme avide d'attention, de reconnaissance. Lollobrigida, de quelques années son aînée, était déjà une vedette confirmée, auréolée de succès. L'attention se lisait dans leur langage corporel. Sofia souriait maladroitement, un peu forcée. Le regard de Lollobrigida semblait dire qu'elle aurait préféré être n'importe où ailleurs sur Terre. Ce soir-là, une rivalité naquit, explosive. Elle s'envenima rapidement comme une plaie infectée. Sofia, guidée par son mentor Carlo Ponti, se mit à se comparer publiquement à son aînée. Elle plaisanta en disant qu'elle était plus plantureuse que Gina, insinuant que ses courbes lui donnaient l'avantage décisif. Lollobrigida répliqua avec venin: « Nous sommes aussi différentes qu'un pur sang et une chèvre. Moi, je peux jouer une paysanne ou une dame. Sofia ne peut jouer qu'une paysanne. » L'insulte blessa profondément, toucha Sofia au cœur. Déterminée à prouver qu'elle pouvait être plus qu'une simple icône voluptueuse, Sofia redécouvrit soudain un lien noble dans son arbre généalogique. Elle se mit à se présenter comme vicomtesse de Pozzuoli, dame de Caserte. Vrai ou pas, c'était une réponse directe à la pique de Gina, une contre-attaque. La querelle passa des journaux au bureau de casting. Lollobrigida avait triomphé dans Pain, Amour et Fantaisie et sa suite. Mais lorsqu'elle exigea plus d'argent pour le troisième film, les producteurs se tournèrent vers Sofia. Celle-ci accepta un cachet plus modeste et s'empara du rôle. Ce fut un tournant décisif. Sofia devint la nouvelle coqueluche du cinéma italien tandis que Gina fulminait dans l'ombre. Les gros titres les désignaient comme ennemis jurés. La presse canadienne titra même Gina Sofia, guerre ouverte sur le plateau. Pour une jeune actrice cherchant à percer à Hollywood, le danger était immense, mortel. Sofia risquait d'être perçue non comme une comédienne talentueuse, mais comme une source de scandale permanente. En 1960, l'équilibre bascula définitivement. Sofia éblouit le monde dans La Ciociara de Vittorio De Sica, un drame de guerre poignant où elle abandonna son image glamour pour incarner une mère désespérée, déchirée par la guerre. À seulement 25 ans, elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice, le premier jamais attribué à une performance en langue étrangère. Lollobrigida, autrefois sacrée la plus belle femme du monde, n'avait ni Oscar, ni trophée de Cannes, ni percée hollywoodienne d'une telle ampleur. Elle remporta certes des prix italiens, mais la lumière internationale brillait désormais sur Sofia. La presse présenta cela comme une victoire éclatante et une défaite humiliante. Sofia l'artiste, Gina la beauté déclinante. La rivalité ne s'éteignit jamais vraiment, alimentée par les tabloïds. En interview, Gina affirma que c'était Sofia qui entretenait la querelle. « Mon Dieu,
Elle et ses agents de presse ont inventé cette rivalité avec moi et elle n'a pas arrêté depuis 50 ans. Pour moi, c'était vraiment ennuyeux. Elle affirmait avoir bâti sa carrière seule alors que Sofia avait Carlo Ponti qui tirait les ficelles en coulisses. L'amertume était encore vive, même dans la vieillesse. Sofia en revanche resta largement silencieuse, refusant d'ajouter de l'huile sur le feu, de descendre au niveau des ragots. Les deux femmes n'apparurent ensemble qu'une seule fois après les années 1950, lors d'un hommage à Michael Jackson à Los Angeles, et même alors elles échangèrent à peine quelques mots polis. Ce que le public oublie souvent, c'est à quel point cette querelle fut dangereuse pour Sofia à ses débuts. Hollywood était impitoyable envers les femmes perçues comme difficiles ou mesquines. Les directeurs de casting murmuraient que Sofia pouvait être trop controversée, trop associée au scandale. Lollobrigida, déjà solidement installée, faillit écraser l'élan de sa rivale avant même qu'il ne démarre. Mais Sofia tint bon, comme un roc. Elle refusa d'être définie par les guerres de tabloïds. Elle concentra ses efforts sur son art, sur des performances révélant sa profondeur immense, jusqu'à ce que plus personne ne puisse nier sa grandeur absolue. En janvier 2023, à la mort de Gina Lollobrigida à 95 ans, Sofia Loren surprit le monde par sa déclaration émouvante. « Hier, j'étais trop bouleversée et je n'ai pas trouvé les mots. Chère Gina, ton corps s'est éteint, mais la lumière de ton étoile brillera toujours sur nous et dans nos cœurs. Je t'aime, Gina. » Ce fut un chapitre final empreint de grâce pour clore une rivalité amère. À 90 ans, la vérité de Sofia éclate enfin comme un soleil après l'orage. Et soudain, les films que nous pensions connaître prennent une autre couleur, plus sombre, plus nuancée. La question demeure, peut-on encore savourer un film quand on connaît les tensions réelles qui se jouaient en coulisses, les larmes, les cris, les trahisons? Les légendes doivent-elles être célébrées pour leur art ou pour les guerres qu'elles ont menées afin de survivre dans cette jungle? Sofia Loren n'a pas seulement survécu. Elle a triomphé. Elle a transformé chaque cicatrice en force, chaque humiliation en leçon, chaque rival en marchepied vers l'immortalité. Cary Grant lui a brisé le cœur, mais elle a gagné un Oscar. Brando a franchi la ligne, mais elle a imposé le respect. Heston a gelé le plateau, mais elle a réchauffé les écrans du monde. Mansfield a volé la lumière une soirée, mais Sofia a illuminé des décennies. Lollobrigida a voulu l'écraser, mais Sofia s'est élevée plus haut. Aujourd'hui, à 90 ans, elle regarde en arrière sans regret, avec la sagesse de celle qui a tout vu, tout vécu. Hollywood fabrique des stars, oui. Mais Sofia Loren s'est fabriquée elle-même, contre vent et marée, contre 5 géants qui ont essayé de la briser. Et elle est toujours là, debout, radieuse. Qu'en penses-tu? Peut-on séparer l'art de l'artiste quand on connaît les coulisses? Les films classiques gardent-ils leur magie? Laisse ton avis en commentaire, mets un like si cette histoire t'a bouleversé, partage avec tous les fans de Sofia Loren que tu connais. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies d'Hollywood, celles qu'on n'enseigne pas dans les livres. Sofia Loren, la survivante éternelle. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.